Édouard Balladur, le tyran suave, donc, vous êtes un des acteurs majeurs de la Ve République. Bonsoir Alain Duhamel. Vous aussi, finalement, puisque vous accompagnez les Français dans leur vie politique depuis qu'ils sont en Baby-Gros. Voilà, donc vous publiez ce livre, Grandeur, déclin et destin de la Ve, un dialogue entre vous, un dialogue passionnant, je dois le dire, c'est... Tant mieux. Ébouriffant ce livre. Avant de dialoguer avec les Éric, lui aussi, il s'y connaît en grandeur et en déclin. C'est l'apostrophe d'Éric Nolot. Monsieur le Premier ministre, cher Alain Duhamel, il n'était pas écrit d'avance que la lecture d'un livre intitulé Grandeur, déclin et destin de la Ve République se révèle si plaisante, et c'est pourtant le plus passionnant des romans vrais que finissent par composer vos échanges. Des échanges basés sur une efficace complémentarité entre un acteur de premier plan et parfois de tout premier plan des événements relatés, j'ai nommé Édouard Balladur, et un observateur de ces mêmes événements depuis longtemps placé aux premières loges médiatiques, j'ai nommé Alain Duhamel. Alors, comme tous les bons feuilletonistes, avant d'attaquer le 5e tome de notre saga républicaine, vous le faites précéder d'un résumé de l'épisode précédent, à savoir la 4e République, de mauvaise réputation, on le sait, mais à laquelle vous décernez cependant quelques bons points pour son bilan social, économique et européen. Mais lorsque vous entrez dans le vif du sujet, à savoir une analyse chronologique de la période 1958-2017, président après président, deux paradoxes et un déni ne tardent pas, selon moi, à se faire jour. Premier paradoxe, tout en rappelant que la Constitution de 1958 fut taillée dans des circonstances historiques très particulières par et pour un homme nommé Charles de Gaulle, au point que vous écrivez, de Gaulle a en réalité tiré au clair lui-même ce qui était confus, volontairement confus dans la Constitution, et ce, à son avantage. Vous n'en estimez pas moins qu'à la manière d'un vêtement à taille unique, cette Constitution convient pour tous les locataires de l'Élysée. Deuxième paradoxe, toujours selon moi évidemment, tout en soulignant l'ampleur des bouleversements survenus depuis 60 ans en France et dans le monde, et qui se sont singulièrement accélérés durant la dernière décennie, vous ne suggérez que des changements à la marge, comme l'introduction d'une dose de proportionnelle ou la réforme du système des parrainages. Notre pays se perdrait en revenant à un régime d'assemblée, comme nous l'avons connu sous la 4e République, jugez-vous, monsieur le Premier ministre, à la fin du livre. Mais notre pays, vous ne répondez pas à cette question, ne pourrait-il pas y gagner en passant à une 6e République plus adaptée au nouveau contexte dans lequel s'exerce le pouvoir? Et j'en viens, pour finir, au déni, une rubrique à laquelle vous émargez l'un et l'autre, mais plus particulièrement illustrée par Alain Duhamel, qui réfute vigoureusement la baisse de niveau du personnel politique et donc du personnel présidentiel. Je parle de déni, vous aurez de tout loisir de répondre. Je parle de déni car il suffit de compiler, comme je me suis amusé à le faire avec un peu de malice, vos jugements sur nos présidents successifs. Alors, avec Charles de Gaulle, on s'en doute, tout va bien. Vous le situez à la hauteur de Bonaparte, il fait penser, même si la comparaison a ses limites, au premier consul, qui lui aussi savait très bien ce qu'il voulait faire et voulait tout mener de front. Parfait. Quant à son successeur, Pompidou, tout va bien. Personne n'a jamais contesté à Pompidou sa stature présidentielle, écrivez-vous, et vous établissez un bilan très flatteur de son action. Alors arrive Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, c'est Alain Duhamel qui écrit, a donné le sentiment au cours de son mandat de vouloir monarchiser les institutions de la Ve République tout en les popularisant, ce qui est un mouvement bien complexe. Bien. Mitterrand, quelle trace a-t-il laissé? C'est toujours des citations. Celle d'une grande personnalité, d'un politique très habile dont la présence au pouvoir a été exceptionnellement longue. Chirac laisse surtout l'image d'un homme proche des Français. On a connu des hommages plus vibrants. Sarkozy, il veillait à ce que notre vie publique demeure vivante. Il y a presque une pique. Quant à Hollande, il a été jusqu'à la fin de son mandat le président le plus impopulaire de la Ve République. C'est tout ce que vous retenez de son bilan. En conclusion, messieurs, le lecteur que je suis vous exprime sa satisfaction, mais le citoyen que je suis aussi continue d'être opposé à bien des aspects de la Ve République, à commencer par l'élection du président au suffrage universel. Si vous deviez essayer de me convaincre par un seul argument décisif des mérites persistants de la Ve République, lequel serait-il? Une question évidemment qui s'adresse aux deux co-auteurs, et vous pouvez évidemment répondre à tout ce que j'ai énoncé. Monsieur le Premier ministre. Le mérite essentiel de la Ve République, c'est la stabilité du pouvoir exécutif. Et sa force, à condition qu'il veuille bien l'employer. Et tout le problème, il est là. On a tendance parfois à majorer le rôle des institutions. C'est très important, bien entendu. Mais une fois qu'on a de bonnes institutions, et je crois que les nôtres sont bonnes, encore faut-il en faire un bon usage.
Et c'est tout le problème des 60 ans qui viennent de s'écouler, c'est tout le problème du livre qu'Alain Duhamel et moi nous avons écrit. Nous n'avons pas toujours été parfaitement d'accord sur tous les points. J'ai cru comprendre que toutes les citations que vous faisiez des jugements sur les hommes étaient essentiellement reprises des propos d'Alain Duhamel. Il y en a quelques-unes. Il y en a une ou deux oui, de moi. une ou deux qui doivent vous être attribuées. Je les ai reconnues. Oui, vous ne pouvez pas vous cacher derrière Alain Duhamel. Vous avez également des petites piques. Il y en a une ou deux de moi, c'est vrai. Oui. Mais pourquoi ce livre, finalement? Écoutez, c'est très simple. Moi, une chose qui m'a convaincu depuis très longtemps, c'est que la France, depuis 2 siècles, cherchait un bon régime. Et que comme elle ne l'a pas trouvé, il y a eu des révolutions, des révoltes, des changements de régime, ça lui a coûté la puissance. Au XIXe siècle, finalement, la France a gaspillé ses chances dans des combats intérieurs qui n'avaient pas finalement un très grand intérêt. Être sous la République de M. Thiers ou sous la monarchie de Louis-Philippe, c'était à peu près la même chose. C'était à peu près et c'était même parfois les mêmes hommes. Oui, en l'occurrence, oui. Et vous savez qu'on appelait la constitution de la Troisième République la Troisième charte. Oui. C'était exactement la même chose. Et ça a duré comme ça jusqu'à 1958. Ça a coûté, cette instabilité d'1 siècle et demi a coûté à la France sa puissance et son rôle dans le monde. Et De Gaulle a réussi un alliage qui était indispensable. Il a restauré l'autorité de l'État, il a respecté les libertés publiques, grosso modo. Et ça tient toujours. Et au fond, ce livre, c'est un mouvement d'humeur, enfin de ma part. Alain Duhamel n'a jamais d'humeur. C'est bien. J'ai des humeurs quand on est en retard. Il a des analyses. Des grosses humeurs, même. Et je crois que, de ma part en tout cas, c'est un refus de l'idée de la 6e République. Idée que je trouve profondément démagogique, profondément inadaptée à notre temps et profondément dangereuse. C'est ce qui m'a conduit à cette défense, qui n'est pas une défense aveugle. Je ne prétends pas que ce régime n'a que des qualités, il a aussi des défauts, bien sûr. À vos yeux, notamment l'élection du président au suffrage universel. Oui. Enfin, il est exclu de revenir là-dessus, donc c'est pas la peine d'en parler plus longtemps. C'était pas à l'origine de la Ve République. Alain Duhamel. Non, ce n'était pas le cas. Oui. Comment convaincre Éric Nolot, alors? Bon, alors d'abord en lui disant que son vous perpétuel est abusif. Parce que Édouard Balladur et moi sommes d'accord sur un certain nombre de choses et ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses. Nous sommes d'accord sur un certain nombre d'hommes et sommes moins d'accord sur d'autres hommes. Vous êtes plutôt d'accord sur la 5e, quand même. Non, mais le vous, oui. le vous est donc abusif. Deuxièmement, moi je trouve que ce sont non pas des institutions idéales, mais les moins mauvaises institutions qu'on ait eues depuis qu'on a des institutions. Et je le pense, et c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait exact que Édouard Balladur comme moi proposons en fait à la fin du livre peu de réformes par rapport aux institutions actuelles, mais c'est justement parce qu'on pense qu'on ne peut faire que pire. Et puis il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, il y a deux choses. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, qui est que nous sommes dans une période économique depuis pratiquement 40 ans, extraordinairement difficile, dans une période pendant laquelle, entre la mondialisation, le marché, la financiarisation, la réglementation européenne, la marge des dirigeants politiques ne cesse de se réduire. Or, dans une circonstance de ce genre, mais 40 ans, c'est quand même plus qu'une circonstance, c'est une structure. Au bout de 40 ans, je pense qu'il faut au contraire préserver précieusement ce qu'il y a comme marge politique pour le président français, quel qu'il soit. Alors il y en a que je préfère à d'autres, mais ça c'est un autre problème, oui. Quel qu'il soit, et que si on touche aux institutions, on lui enlève ces rares instruments qui lui permettent, non pas toujours de prendre des bonnes décisions, mais qui lui permettent, s'il en a le courage, de prendre des décisions, alors que dans les régimes parlementaires, on le voit par exemple en ce moment en Grande-Bretagne de façon totalement caricaturale, on le voit en Allemagne dans la négociation qui commence autour d'Angela Merkel. Et en Hollande, ça fait 7 mois pour avoir un gouvernement. Ça tant mieux. Que ça dure. Mais en ce qui concerne la Hollande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie d'aujourd'hui, et l'Espagne, comme on le voit toutes les heures en ce moment, ils n'ont pas cette marge.
on l'a, il faut la garder. Bon, l'autre chose dont vous me disiez un mot, c'est le niveau des hommes politiques. Oui. Ce que je considère, alors je ne dis pas que j'ai raison, et d'ailleurs je ne sais pas si Édouard Balladur est du même avis que moi. Ce que il le dira, ça je lui fais toute confiance. Ce que je considère, c'est que ceux qui ont été successivement présidents de la Ve République avaient les aptitudes intellectuelles, donc le niveau correspondant à leur fonction. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'ils l'ont bien utilisé de la même façon. En revanche, ce qui me frappe, puisque je commence à avoir depuis 1965 une certaine habitude, c'est que le niveau moyen des hommes politiques français s'est effondré. Alors d'une certaine manière, les présidents sont des exceptions. Quand on préparait l'émission avec Éric Zemmour, on se rappelait des gens qui vous entouraient autour de Georges Pompidou, c'est-à-dire Marie-France Garot, Pierre Juillet, voire Michel Jobert, c'était quand même autre chose que les conseillers de l'Élysée aujourd'hui. Alors Jobert était très intelligent, mais assez particulier. Non mais je veux dire dans un genre différent. Marie-France Garot. Vous êtes d'accord, dans un genre différent, c'était quand même un niveau incroyable par rapport à ce qu'il y en a aujourd'hui. En ce qui concerne évidemment Édouard Balladur à ce moment-là et Michel Jobert, qui étaient quand même les deux principales personnalités. Ouais. Juillet et Garot venaient loin derrière. Ah oui, mais et Juillet et Garot n'étaient pas du tout du niveau d'Édouard Balladur ou de Michel Jobert. Il y avait un continent de différence. À tout point de vue, intellectuellement, culturellement et politiquement. Un continent, c'est une planète. Là, c'est des planètes. Ah oui, par rapport à aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis. Ah oui, d'accord. Votre réponse, Monsieur le Premier ministre, sur le personnel présidentiel et le personnel politique, puisque Alain Duhamel fait la différence entre les deux. Moi, je suis un petit peu gêné. Moi, je suis entré en politique assez tard, vous savez, en 1986. Donc, mon expérience est bien moindre que celle d'Alain Duhamel. Oui, mais vous avez dirigé le pays en 1974. Vous avez dirigé le pays en 1974 pendant la mort de la maladie de Georges Pompidou. Vous jouez sur les mots. Vous le racontez d'ailleurs très bien, cette période. C'était passionnant, d'ailleurs. Je vais vous dire, je suis toujours gêné de porter des jugements sur les personnes, puis les catégories. Alors, dire que les grands hommes, c'est-à-dire ceux qui ont été élus présidents, avaient de grandes qualités et que tous ceux qui ne l'ont pas été n'en ont pas, ce qui est à peu près la thèse, vous conviendrez que je suis mal placé. Oui, je vais revenir, vous inquiétez pas. Alors moi, je voudrais, si vous le voulez bien, ne pas discuter avec vous des institutions, parce que je suis d'accord avec vous deux, donc la discussion va être rapide, c'est pas comme avec Nolo. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout le livre, mais la fin est absolument édifiante, pour deux raisons. Une pour une raison de fond, et l'autre pour une raison, je dirais, de forme conjoncturelle. La raison de fond, c'est qu'il y a un affrontement et un désaccord majeur entre vous deux. Ça n'étonnera pas Alain Duhamel que moi, je penche vers la thèse d'Édouard Balladur. Édouard Balladur dit « L'avenir de la France n'a jamais été aussi dangereux, n'a jamais été aussi noir. Nous sommes vers une dépossession de nous-mêmes, nous allons vers des guerres de religion. Si nous n'essayons pas de les inviter... » Je vous dis, je suis tellement d'accord avec vous que j'écris la même chose depuis des années et je pense que l'illusion optimiste d'Alain Duhamel est un aveuglement notoire. Vous répondrai. Attendez, oui, je sais. Moi, j'ai deux choses. Quand j'ai lu ça sous votre plume, je me suis dit, un, il a bien raison, Édouard, et deux... C'est bien familier. Et deux, que ne l'a-t-il pas dit pendant la campagne présidentielle de 1995. Que n'a-t-il pas n'a-t-il pas organisé sa campagne présidentielle autour de ça? Il aurait été élu, il aurait balayé Jacques Chirac en dépit de vos difficultés à entrer dans la peau d'un candidat. Et deux, en plus, vous auriez sauvé la France de ce qui nous guette. Donc on aurait dû écrire le livre en 95. Non, il a très bien compris. Écoutez, je ne vais pas faire le catalogue de toutes les erreurs que j'ai pu faire mais là, c'est pas une erreur, vous avez compris. Durant la campagne présidentielle que j'ai menée. Mais d'abord, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le sujet était moins présent à l'époque qu'il ne l'est devenu depuis. Car au fond, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que depuis les années 70, 75, 80, la France est entrée dans des crises qu'elle n'a jamais su dominer, finalement. Et ça n'a cessé de s'aggraver.
aussi bien sur le plan économique que social, que sur le plan de ce qu'il est convenu d'appeler les affaires régaliennes, la sécurité et autres. Et donc, je crois que je n'aurais pas pensé à le dire à cette époque sous la même forme. D'ailleurs, je me permets de vous faire observer que je ne reprends pas tout à fait à mon compte l'idée de guerre de religion possible. Il me semble que je dis que c'est un risque. Il faut tout faire pour éviter le retour des guerres de religion et sauvegarder la cohésion nationale, page 356. Voilà, pour éviter le retour des guerres de religion. Mais ça veut dire qu'on y va. Non, ça veut dire qu'on risque ou qu'on peut y aller. Ça ne veut pas dire qu'on y va. Je connais la subtilité d'Édouard Balladur. Quand il dit il faut tout faire pour éviter les guerres de religion, ça veut dire qu'on les aura. Depuis 6 mois, je connais mieux que vous la subtilité d'Édouard Balladur. Bon. Et moi, je ne demande qu'à apprendre. Il faut vous perfectionner. Chaque jour. Bon, cela étant, il est vrai qu'Alain Duhamel et moi n'avons pas tout à fait la même vision des choses sur ce plan-là, m'a-t-il semblé. Je vais vous dire, je ne suis pas très satisfait de la conclusion que j'ai faite. Je l'ai trouvée finalement assez convenue et superficielle. La fin, mais pas ça. Oui, peut-être, mais assez convenue et superficielle. Et au fond, il faudra que nous complétions notre livre, Alain et moi, un jour ou l'autre, en allant beaucoup plus loin, me semble-t-il, dans les voies de l'avenir. Parce que là, nous nous sommes contentés de parler du passé. Mais je reviens à votre question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je n'ai pas répondu, j'en suis tout à fait conscient. Mais il faut me laisser un peu de temps aussi. Mais je vous laisse. Je crois que ce qu'il y a de plus grave dans une société, c'est le refus de la règle commune. Sans quoi il n'y a plus de société. Or, la société française est fondée sur un certain nombre de principes auxquels adhèrent tous ceux qui la rejoignent et tous ceux qui en font partie. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que sur certains principes fondamentaux qui concernent le respect mutuel qu'on se doit, sur le plan entre les sexes, entre les groupes, entre les classes, entre les croyances, il y a eu de graves lacunes, et pire que des lacunes, de graves fautes, c'est-à-dire le refus de respecter autrui. Et surtout le refus d'adhérer à ce qui est la base de la société française telle qu'elle s'est construite depuis maintenant plusieurs siècles, qu'elle soit plus ou moins chrétienne à l'origine et qu'elle le soit moins aujourd'hui, c'est tout à fait possible, mais les principes sont les mêmes. Et c'est ça ma préoccupation. Pardonnez-moi, vous êtes beaucoup plus direct dans votre... Oui, mais je peux citer M. Balladur. Je ne sais pas combien il reste de temps. Il y a 2 lignes sur Édouard. Quand même, vous êtes beaucoup plus précis et beaucoup plus direct dans votre texte. La nation est menacée de se fracturer en communautés qui s'affrontent alors qu'elle devrait être au contraire plus cohérente afin de faire face aux dangers de la mondialisation. La situation est aujourd'hui inquiétante. L'ordre et la loi ne sont plus respectés dans certaines parties du territoire. Certes, au cours de son histoire, la France a connu des moments de grave anxiété, mais jamais comme aujourd'hui, où l'on évoque une angoisse de dépossession qui traverse la société française, inquiète de ne plus être ce qu'elle a toujours été. Ça, c'est clair. Mais je n'ai pas dit le contraire. Non, mais vous édulcorez, là, oralement. Comme vous avez édulcoré en 95. Je vous refais toujours le même reproche. Je suis plus précis à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, on peut le dire comme ça. Bon. Alors, monsieur Alain Duhamel, répondez à Éric Zemmour, si vous voulez bien. Bon, alors, sur ce point, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a des points d'accord. Il y a quelques sujets fondamentaux. Et quelques personnages sur lesquels nous avons des points de désaccord. Par exemple, sur François Mitterrand. En ce qui concerne le sujet que vous soulevez, c'est-à-dire... si on est lucide, doit-on être apocalyptique? Moi, ma réponse est, je suis désolé, non, pas du tout. Alors, je ne suis pas en train de... Vous avez tort, mais c'est un de nos grands désaccords. Non, puis surtout, c'est à moi de dire ce que je pense. Mais je vous en prie. Si vous voulez bien. Moi, ce qui me frappe, c'est, bien entendu, on traverse une période extrêmement difficile. Alors ça, vous n'allez pas dire qu'on ne s'étend pas sur la période très difficile. Hein, on n'en cache rien. On est d'accord. Bon, nous traversons... J'ai tenu à lire les phrases de M. Balladur. Nous traversons une période très difficile. Est-ce que c'est d'une part une période plus difficile, plus déstabilisante et plus clivante au sein de la société, et que c'est quelque chose qu'on n'ait jamais connu auparavant? Pas du tout. Pas du tout. L'histoire de France est une histoire de clivage, de guerre civile, d'antagonisme, d'instabilité. Et pour rester dans l'histoire
qu'on appelle moderne, c'est-à-dire depuis l'Empire, on a quand même eu, enfin disons depuis le début de la Révolution, depuis le début de la Révolution, on a eu 15 constitutions. Ça veut dire qu'on a eu 15 crises de régime. Ça veut dire qu'on a eu 15 divisions énormes. Donc ce que nous traversons aujourd'hui, ça n'est pas une expérimentation, c'est une répétition. Bon, par ailleurs, non mais je sais bien que je sais bien. Mais oui, moi non plus, je suis pas d'accord. Non mais vous avez. Édouard Balladur a tout à fait raison de ne pas être d'accord avec moi. Et vous, je me réjouis que nous ne soyons pas d'accord. Donc je poursuis. Et moi, je me réjouis d'être d'accord avec Édouard Balladur. Moi, je me réjouis de pouvoir en placer une bientôt. Mais surtout, le pessimisme des Français, les divisions des Français, les fractures des Français. Si vous me donnez 3 heures d'antenne, je les occupe en vous les racontant. Hein, ça n'est vraiment pas une découverte. Mais je ne parle pas des angoisses. Et aujourd'hui, pour ce qui vient, pour la France qui vient, évidemment, c'est très difficile. Est-ce que c'est pour autant hors de nos moyens, hors de nos proportions? Est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Est-ce qu'il n'y a pas de réplique? Ne serait-ce que justement les institutions. On ne parle pas du tout des institutions. On parle de la France, bien entendu. Mais on a des moyens d'y faire face. Simplement, il y a une espèce de... D'abord, il y a la manie française de l'apocalypse, hein, ça c'est pas nouveau, vous connaissez assez l'histoire pour ne pas me contredire là-dessus. C'est pas seulement un théoricien, c'est un praticien de l'apocalypse. Non, lui c'est beaucoup mieux que ça. C'est un théoricien de l'apocalypse à venir. Ben oui. Un théoricien d'ailleurs structuré, merci. intéressant. Merci, c'est déjà ça. Contestable. Et surtout, moi je crois qu'il y a des réponses nouvelles à des problèmes nouveaux. Et l'idée de se dire qu'on n'est pas capable d'y faire face, je veux dire, des problèmes auxquels on a dû faire face dans l'histoire récente, je répète, si vous voulez, je vous fais une liste. Monsieur le Premier ministre. Je ne crois pas avoir été apocalyptique. Non. Non, c'est lui. Oui. Et je crois surtout, et là je ne suis pas d'accord avec Alain Duhamel, je crois surtout que la crise que nous vivons est sans précédent. Merci. Parce qu'après tout, changer de régime, prévoir que c'est le roi, ou c'est la République, ou le régime parlementaire, bon, c'est important. Mais la société française, elle continuait à adhérer au même principe. Entre Guizot et Jules Ferry, sur l'école, c'est à peu près les mêmes théories, à quelque chose près. Sur le patriotisme, sur le rôle qui devait être celui de l'armée, par exemple, ou de l'école, c'était sur la conception qu'on avait du mariage, de la vie familiale. C'est demeuré grosso modo la même chose pendant tout le 19e et une bonne partie du 20e siècle. Or, nous vivons, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, un risque de rupture, parce qu'il n'y a plus une adhésion identique au même principe de base de la vie collective. C'est beaucoup plus grave qu'auparavant. Monsieur Balladur, allons plus loin. On est en train de connaître un changement de peuple. Et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France. C'était le même peuple qui s'affrontait. Aujourd'hui, on a un autre peuple qui vient se substituer à un autre. Mais non, mais parce que c'est fondamental, c'est ce que pense M. Balladur. Allez-y. Mais moi, je voudrais quand même redire un mot là-dessus, parce que les histoires, on n'a jamais vu le peuple s'affronter lui-même, on n'a jamais vu de remise en cause de l'ordre social, des valeurs, etc. On a connu que ça. On a connu que ça. Je suis d'accord. Je veux dire, les Armagnacs et les Bourguignons, c'était deux France qui se battaient à mort. Et c'était à mort. La période de la Commune, qui est quand même plus récente, c'était deux France qui s'opposaient extraordinairement violemment. La période de Vichy, c'est deux France qui s'opposaient. La décolonisation, c'était des drames. La laïcité, c'est pas quelque chose qui nous est tombé brusquement du ciel harmonieusement. Ça a été après un siècle de batailles effrayantes. La lutte des classes, aujourd'hui on en parle moins, mais ça a divisé les Français. Quand on entendait il y a encore 40 ans parler de classe en France, on avait l'impression qu'on appartenait à des peuples différents. Donc oui, il y a une grande crise. Oui, elle est différente des autres. Oui, on a eu déjà des crises de cette importance et on a trouvé des solutions. Et l'idée sur laquelle, brusquement, aujourd'hui, dans ce siècle-là, au XXIe siècle, on ne trouvera pas de solution, ça me paraît... Mais c'est sur ça que je voudrais terminer. Je dirais à la limite du défaitisme. Alors, Nolo. Moi, je partage, Monsieur le Premier ministre, votre insatisfaction quant à la fin du livre et j'y ajoute une frustration. C'est que pour des questions chronologiques, évidemment, vous ne pouvez pas aborder le cas Emmanuel Macron, mais quelques semaines ont dû passer depuis la fin de votre entretien. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez fini de dialoguer.
En juin, et je voudrais savoir si, à la lumière de ces mois qui viennent de s'écouler, l'action et la personne du nouveau président de la République vous paraissent à la hauteur de cette époque que vous jugez sans précédent, Monsieur le Premier ministre, et que vous jugez, vous, Alain Duhamel, très préoccupante. Est-ce que ça vous paraît à la hauteur? Je ne crois pas à la fin du clivage droite-gauche. Il peut y avoir des instants ou des moments ou des périodes durant lesquelles il s'affaiblit. Mais fondamentalement, même si les thèmes varient selon les époques, on retrouve la crainte de la mondialisation à gauche comme à droite, la détestation de l'Europe à gauche comme à droite, ça s'entrecroise. Bien. Mais fondamentalement, la droite, c'est on privilégie la liberté, et la gauche, c'est on privilégie l'égalité. Et ça demeure. Et Macron est de droite, alors? Et non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Enfin, il a peut-être des éléments de pensée de droite, notamment sur le plan économique. Mais sur le plan de la société, je ne le crois pas. D'accord. Je ne le crois pas. Je crois que ce ne sont pas des... Comment vous dire? Ça n'est pas une situation durable que celle qui consiste à dire tout le monde pense à peu près la même chose sur tout, et donc on se rassemble tous. Et un des mérites de nos institutions, c'est qu'elles sont fondées sur le scrutin majoritaire, c'est-à-dire l'obligation de choisir. On ne peut pas être 2 présidents de la République, il n'y en a qu'un. Et on ne peut pas être 2 députés dans une circonscription, il n'y en a qu'un. Alors même si on met un petit peu de proportionnel, je crois qu'il est bon de préserver cette possibilité du choix. Car pour moi, la démocratie, c'est le choix. Et dans ces conditions, je considère que vouloir tout gommer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut mener une politique sectaire de droite ou sectaire de gauche. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Je crois que, en fait, tout le monde est plus ou moins, je vais beaucoup choquer sans doute Éric Zemmour, tout le monde est plus ou moins toujours porté nécessairement à faire en partie une politique que vous appelez du centre. C'est-à-dire à tenir compte de l'ensemble des besoins de la société et à essayer d'échapper au sectarisme. Ça, c'est l'intérêt général, c'est pas le centre. Oui. Ah bah oui, mais c'est Parce que le centre, c'est Duhamel. Et l'intérêt général, c'est pas forcément Duhamel. Non, mais au contraire, moi, je pense que vous avez été victime de Duhamel. Mais oui, en 95, vous avez été victime de Duhamel. Parce que c'est fini. Il fallait vous déduhameliser. Bon, alors, ça, c'est tout à fait possible. Mais oui, c'est Non, mais ça possible. n'est pas souhaitable. Alors, je dirais, évidemment, le clivage gauche-droite continue à exister et continuera à exister. Mais à mes yeux, il est aujourd'hui nettement moins important que le clivage entre européens et souverainistes. Je pense que le vrai clivage, c'est-à-dire celui autour duquel s'organisent ensuite toutes les différences dans la conception religieuse, de la société, de la morale, etc., c'est d'abord entre... Pas sûr. Non, mais c'est... Non, mais je vous, réfléchis à mais vous moi, avec oui, vous. chacun son point de vue. Donc, En fait, vous êtes sur la ligne de Philippot. alors j'ai déjà entendu des incongruités. À 30 secondes du bon. C'est un coup bas. Je reconnais, c'est un coup bas. Très très bas. Bon, deuxièmement, en ce qui concerne Macron, c'est vrai qu'on en parle peu dans la mesure où c'est après nous, si j'ose dire. Moi, je trouve que ce qui se passe est intéressant et nouveau et provisoire, c'est-à-dire qu'il y a des classements qui se sont défaits, mais les reclassements ne se sont pas faits encore. Et je pense qu'ils vont se faire. Je pense qu'il y a un nouveau système politique, pas de nouvelles institutions, un nouveau système politique qui est en train de s'échafauder. Je pense qu'il faudra bien 2 ou 3 ans, mais je pense que c'est en tout cas intéressant, et peut-être qu'il en sortira des choses positives, on verra bien. Bon, et en ce qui concerne Macron lui-même, je dirais qu'à mes yeux, il est économiquement libéral, qu'il est culturellement, pour prendre un mot qu'il utilise, progressiste. Oui, voilà. Et que l'originalité de la situation tient à l'originalité de son tempérament à lui. C'est-à-dire qu'il a dans sa tête des éléments qui sont effectivement habituellement répartis entre 2 camps. Oui, mais pas dans les élites françaises depuis 30 ans. Les élites françaises depuis 30 ans sont économiquement libérales et sociétalement, si j'ose m'exprimer ainsi, progressistes ou comme on veut. Non, moi je ne crois pas du tout à la génération. Si. Non, mais
Chacun son point de vue. Je ne crois pas du tout à la généralisation des élites françaises, comme si c'était un seul homme et comme si les élites Mais si françaises... vous généralisez pas, vous ne défilaient. pensez plus, Duhamel. Éric, Mais écoutez, c'était... Parce que si vous individualisez tout, il n'y a plus de pensée possible. Je arrêter de penser, je pense autant que vous, même si évidemment je n'approche pas votre brio. Et vous pensez donc que vous êtes, Monsieur le Premier ministre, on n'a pas compris si vous étiez plutôt favorable à Emmanuel Macron, enfin si vous trouviez que c'était un bon président. La phrase est Mais plus on va pas juste. poser cette question. J'ai cru qu'il vous l'avait posée. Non, écoutez, je ne répondrai pas à cette question. Non, Non, je ne répondrai pas à cette question. pas Je favorable. réserve- Hein. C'est Si une vous manière trouviez d'y que c'était un bon président. Comment? Si vous trouviez que c'était un bon président pour l'instant. Non, mais vous vous souvenez que je n'ai pas tellement répondu à la question pour les présidents du Oui, c'est passé. vrai. C'est vrai. Bon, donc, faites-moi grâce de ma cohérence. J'ai tendance à penser que si vous en pensiez beaucoup de bien, vous l'exprimeriez. Vous pouvez le penser, Et puis en plus, vous nous avez dit quand même que le général de Gaulle et Pompidou ont été des très grands présidents. je le crois. Ah bah oui, moi aussi. Mais donc vous l'avez dit. Donc, Je le si crois, vous- mais je suis suspect parce que j'étais jeune à cette époque-là. n'est-ce pas? Bien, merci messieurs d'être venus, merci monsieur le Premier ministre, merci Alain Duhamel. Je rappelle le titre de votre dialogue passionnant, grandeur, déclin et destin de la Ve République, aux éditions de l'Observatoire, un dialogue entre vous deux, c'est maintenant.